Oui, merci beaucoup Mathilde pour l'organisation de ce webinaire. Et puis merci à vous de nous rejoindre donc pour ce webinaire de la NSFA. Et je suis heureux donc aujourd'hui de faire le point avec vous, comme le titre l'indique, sur ces différences liées au sexe, qui est un sujet qui nous tient à cœur depuis très très longtemps. Puis ça fait plus de 30 ans que l'on s'intéresse à ça dans l'équipe. Et après l'introduction, je dirais, sur ces aspects de sexe différence, eh bien, nous avons le plaisir d'avoir successivement Michael Schumacher qui nous parlera de la testostérone et Coralie Fontaine qui est à côté, qui fera elle, le point sur les oestrogènes, donc dans le spectre bien sûr des effets vasculaires, mais pas seulement. Donc, je vous propose le plan suivant. Tout d'abord, une perspective historique et, comme vous le verrez, très subjective de ces aspects. Puis ensuite, on passera au mécanisme des sex-différences, avec un intérêt tout particulier pour les aspects d'immunité, d'infection et surtout, bien sûr, cardiovasculaire et métabolique. Et puis, j'essaierai de conclure par quelques messages utiles et aussi quelques différences physiologiques qu'il ne faut pas perdre de vue quand on s'intéresse donc à l'humain et à la souris, notre grand modèle. Dans la perspective historique, elle se caractérise par la question essentielle en fait que se pose l'humain. Enfin, une des questions essentielles que se pose l'humain, c'est de comprendre ses origines. Et donc, ça passe bien sûr par les mythes, les religions, et puis tout d'abord le créationnisme, avec ici, vous reconnaissez donc la création d'Adam par Dieu, en dessous la création d'Ève. Un petit peu moins connu, hein, mais bon, Botticelli a rattrapé ça ici avec sa Vénus. Et puis ensuite, bien, s'épanouit à la Renaissance, eh bien, cette illustration donc par Cranach du Jardin d'Éden avec Adam et Ève, et sur la même représentation, vous avez les grands événements avec l'arbre de la connaissance ici, le péché originel, qui est celui de la connaissance du bien et du mal, et puis ensuite la chute et Adam et Ève chassés du paradis. Et il faut attendre en fait le 17e et 18e siècle pour commencer, enfin, pour consolider les sciences exactes avec, bien, pour faire simple, Newton et puis Lavoisier qui sont les pères fondateurs de la physique et de la chimie. Et seulement au 19e siècle commence vraiment l'étude de la biologie, l'origine des espèces. Vous reconnaissez bien sûr Darwin, Claude Bernard, Nietzsche, Freud ici, et tous ont des perspectives généalogiques extrêmement importantes. Et nous allons voir l'importance de la généalogie. Alors, dans la représentation suivante, je resterai avec Freud pour les pulsions sexuelles, hein, qui peuvent être illustrées de cette manière. Mais Freud a aussi mis l'accent sur les pulsions agressives. Et c'est deux grandes descriptions, en fait, qui vont marquer, on va le voir, le phénotype des hormones sexuelles. Alors, un autre Donald ici que vous reconnaissez, et je crois que il est possible que finalement le succès de Donald Trump et le fait qu'il assume de cette manière ces deux grands types de pulsions ait pu contribuer à son succès électoral. Et pour terminer cette brève introduction, il faut attendre en fait le XXe siècle et le regretter Jean-Marc Reiser pour avoir une vision, je dirais, synthétique donc du déluge, de l'Arche de Noé et puis des pulsions sexuelles et agressives sur cette Arche de Noé. Donc cette vision est peut-être un peu post-68 arde, hein, et vous voyez, mais peut-être un peu idéaliste aussi, parce que vous voyez qu'il n'y a qu'un individu qui a des pulsions agressives ici, en l'occurrence Noé. Donc je vous laisse contempler ce monument donc, de synthèse de la biologie des comportements. Donc pour revenir de façon un peu plus sérieuse, bien que ceci soit aussi sérieux, hein, je commencerai par Darwin et par la vision qu'a eu Darwin donc, dans l'origine des espèces, et la seule illustration qui figure dans l'origine des espèces, est-ce que vous en souvenez?
Eh bien, il s'agit de cet arbre donc, qui témoigne de la divergence, qui montre la divergence des espèces avec des lettres et des chiffres. Et vous voyez que cette vue de la généalogie de l'évolution est tout à fait visionnaire. Et comme vous allez le voir, quand on rentre maintenant dans la compréhension des mécanismes, bien, toute notre biologie est basée en fait sur cette généalogie et sur la description maintenant des molécules auxquelles on a accès de plus en plus rapidement et en quantité de plus en plus, je dirais, impressionnante grâce au omics. Donc vous avez ici un travail de Thornton que je trouve tout à fait remarquable en ce sens qu'il a réussi à ressusciter en fait l'ancêtre commun de tous nos récepteurs des stéroïdes que vous avez représentés ici. Ces récepteurs des stéroïdes sont présents, ainsi que les hormones qui leur correspondent, dès le stade du poisson, c'est-à-dire il y a 400 millions d'années. Mais bien avant cela, c'est-à-dire à environ 600-800 millions d'années, cet ancêtre commun, en fait, qui par duplication et mutation successive a donné naissance à cette famille, a comme caractéristique d'être très proche du récepteur des oestrogènes actuel. Et cette observation et cette déduction est importante dans la mesure où elle nous indique que toute l'évolution physiologique s'est faite en présence de ce récepteur, donc des oestrogènes. Et il est donc pas surprenant que la physiologie ait été mise au service donc de la reproduction et le récepteur des oestrogènes, comme on va le voir, joue un rôle tout à fait crucial. Alors, les mécanismes, euh, là, on peut distinguer deux grands types de mécanismes à partir bien de l'équipement XX ou XY, des effets qui seront dits gonadiques ici, et ces effets gonadiques sont la conséquence de l'expression de SRY, du Sex Determining Region of Y chromosome. Et on va commencer par les effets classiques, les effets endocriniens, qui sont la conséquence eh bien, de la testostérone et ou de l'estradiol, du fait de son aromatisation par l'aromatase. Donc, voyons tout d'abord cette endocrinologie liée à la différence donc, des gonades. Et comme vous pouvez le voir, le mâle a 20 fois plus de testostérone que la femelle, et la femelle a, elle, 10 fois plus d'œstradiol que le mâle. Et vous voyez que les deux hormones sont présentes bien sûr dans les deux sexes. Et quand on fait le ratio, les effets sont encore plus nets, avec une inflexion ici dont nous parlerons ensuite, dont nous parlera plus tard Coralie, et en l'occurrence ici la ménopause. Alors le cycle hormonal chez l'humain en haut et chez la souris en bas, vous voyez beaucoup d'analogies, les mêmes hormones et la même période finalement réceptive pour la nidation, qui est la conséquence des actions conjuguées de l'estradiol et de la progestérone. Donc, ces aspects endocriniens seront détaillés ensuite par Coralie, et nous allons maintenant voir d'autres aspects concernant les effets gonadiques, mais cette fois-ci des effets organisationnels qui sont moins connus et auxquels on pense moins. Ces effets organisationnels, donc, sont des effets dus à la production par le testicule donc, du nouveau-né d'un pic de testostérone qui va lui conférer, dans cette période ici néonatale, un comportement futur un comportement sexuel de type mâle, tandis qu'en l'absence de testostérone et en l'absence de testicules, donc l'animal a un comportement de femelle. On peut en fait interférer avec ces hormones, soit en les supprimant, soit en les supprimant chez le mâle, et à ce moment-là, il va adopter un comportement sexuel de femelle, ou
en rajoutant de la testostérone ou de l'estradiol chez la femelle, et celle-ci va alors avoir un comportement de mâle, un comportement sexuel de mâle. En effet, c'est l'aromatisation centrale de la testostérone en estradiol qui va en fait être responsable de la masculinisation du cerveau chez la femelle, donc quand elle est manipulée pharmacologiquement, ou chez le mâle, puisque la testostérone produite par les testicules va se transformer en oestrogène, et ces aspects seront abordés par Michael Schumacher dans un instant. Passons maintenant aux effets non gonadiques, c'est-à-dire la différence génétique qui est due à l'expression, donc enfin, à la présence de XX ou de XY chez respectivement la femelle et le mâle. Le chromosome X contient, vous le savez, très peu de gènes, 3% de gènes par rapport à l'X. Donc, et ce chromosome Y porte le SRY, qui va être le déterminant de la différenciation testiculaire et de la masculinisation. Pour sa part, le chromosome X, donc, dont la femelle a 2 copies, seule une des 2 copies va être inactivée de façon au hasard, de façon random, et nous allons voir comment se fait cette inactivation. Donc, c'est le fait de travaux, en particulier d'Edith Heard au Collège de France, qui, du fait de l'expression de XIST, donc X inactive spécifique transcript, un ARN long non codant, va inactiver une des 2 copies du chromosome X de façon donc randomisée, et ceci va aboutir chez la femelle à une mosaïque où un chromosome ou l'autre, un chromosome X ou l'autre, va être exprimé. Ceci donne un avantage donc par rapport à la simple hétérozygosie de pouvoir exprimer eh bien, les polymorphismes génétiques d'un des 2 chromosomes et d'avoir des populations qui expriment soit l'un, soit l'autre. Donc, une des 2 copies de X est inactivée au hasard, mais 10 à 15% des gènes vont échapper à cette inactivation. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, mais certaines zones du chromosome X échappent systématiquement, d'autres de façon plus aléatoire. Mais globalement, il y a donc une surexpression de certains gènes chez la femelle, de certains gènes portés par le chromosome X chez la femelle. Et Jean-Charles Guéry, qui est un immunologiste ici à Toulouse, a beaucoup travaillé, beaucoup apporté dans la compréhension de ces biais liés au sexe dans le domaine de l'immunologie. Et il a pu montrer que, d'une part, les facteurs génétiques et un échappement de l'inactivation liée à l'X au niveau du gène codant pour le TLR7, donc Toll-like récepteur très important dans la réponse immune innée, conférait à la femelle une hyperactivité immunitaire, comme on le va voir dans un instant, mais que, d'autre part, les oestrogènes pouvaient aussi potentialiser cette voie, et nous allons voir un certain nombre maintenant d'exemples. Donc, quelques exemples concernant l'immunité et les infections. Les femmes ont une meilleure immunité vis-à-vis des pathogènes, se défendent mieux d'un certain nombre d'infections, ont une meilleure réponse vaccinale, et on va le voir, le revers de la médaille de ça, c'est qu'elles ont davantage d'auto-immunité. Ici, alors, les femmes sont en bleu, ce qui est une inversion par rapport à ce qu'on attend, mais il y a une forte inégalité, à peu près une femme pour 2 hommes, d'atteinte, de par le monde, de la tuberculose. C'est un exemple donc d'une meilleure immunité des femmes par rapport aux hommes. Deuxième aspect, une meilleure réponse immunitaire. En effet, pour un assez grand nombre de réponses vaccinales, eh bien, les femmes vont avoir une meilleure réponse vaccinale que les hommes. Et on a eu encore une confirmation de cela
avec l'épidémie de Covid. Le revers de la médaille, d'un point de vue immunitaire, c'est l'auto-immunité qui est beaucoup plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Et vous voyez que ce biais est de 9 femmes pour un homme pour certaines maladies ici en haut de ce tableau, et qu'en dehors du vitiligo, toutes les maladies auto-immunes sont biaisées pour le sexe en défaveur des femmes. À quoi est-ce dû? Eh bien, ce sera dû à la fois aux hormones et à cette inactivation incomplète de l'X. Avec une nuance supplémentaire qui est l'effet de la dose. En effet, à des doses relativement modérées, la physiologie, celle du cycle austral, eh bien, les oestrogènes vont exercer un effet pro-inflammatoire en favorisant la production d'interférons de type 1, interférons alpha, ou encore de cytokines pro-inflammatoires comme l'IL-6 ou l'IL-12. Et ces effets vont se retrouver être délétères dans le lupus érythémateux disséminé, par exemple. A contrario, de fortes concentrations circulantes d'œstrogènes, comme cela se produit pendant la grossesse, vont avoir un effet anti-inflammatoire et anti-immunitaire, immunosuppresseur, et c'est sans doute ce qui explique en grande partie les effets protecteurs donc, de la grossesse, en particulier au troisième trimestre où les taux d'œstrogènes sont élevés, vis-à-vis de, d'autres maladies immunitaires dont vous avez ici les exemples. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut observer au niveau des populations de neutrophiles chez une souris, donc mâle ou femelle, et en fonction de l'âge, donc jeune, 4 mois, ou âgé, 12 mois? Eh bien, on va pouvoir, dans une population comme les polynucléaires neutrophiles, voir des différences et une séparation liée au sexe au cours d'une analyse multidimensionnelle au niveau de l'expression génique, au niveau de la métabolomique ou encore de la lipidomique. Ceci témoigne de l'extraordinaire influence donc, du sexe par l'intermédiaire ici d'un mélange de génétique et de génétique et d'endocrinologie pour l'influence donc du sexe, témoignant de l'influence du sexe sur ces différents omics dans une population que l'on n'attendait pas, hein, puisque les polynucléaires neutrophiles ne sont pas a priori une cible directe des hormones sexuelles. Et pourtant, vous le voyez, cette ségrégation est tout à fait impressionnante. Enfin, les différences liées au sexe des maladies cardiovasculaires, donc sur lesquelles nous avons travaillé depuis 30 ans, et je voulais en profiter ici pour remercier bien un certain nombre de nos collaborateurs et de nos collègues qui ont contribué à cette connaissance qui sera détaillée dans un moment par Coralie Fontaine. Alors ceci, le point de départ de tout ça, c'est bien sûr les différences d'incidence cardiovasculaire et de mortalité cardiovasculaire en fonction de ces différents facteurs de risque, hein, le premier étant l'âge, mais à facteur de risque égal, vous le voyez, les femmes sont protégées des maladies cardiovasculaires et de la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires, de façon très nette jusqu'à l'âge de 50 ans, et après cette différence persiste mais tend à s'amenuiser. Et c'est l'ensemble des données que l'on a, en particulier l'analyse de la ménopause précoce ou de sa substitution par des hormones, démontre, ainsi que des données bien sûr expérimentales, démontrent que les oestrogènes endogènes sont protecteurs vis-à-vis des maladies cardiovasculaires jusqu'à l'âge de 50 ans et, on va le voir, probablement un peu au-delà, lorsqu'on rajoute de manière exogène des oestrogènes. Alors, cette compréhension nous a été permise par des modèles animaux qui ont été développés dans notre équipe comme dans d'autres équipes, qui tentent de mimer les effets des oestrogènes chez la femme. Et Coralie vous donnera un certain nombre d'exemples de ces modèles chez la souris qui miment assez bien
eh bien aussi bien le problème des maladies cardiovasculaires que des maladies métaboliques, ou encore de la minéralisation osseuse, ou encore la prolifération. Donc ces travaux, vous le voyez, ont permis de dégager des effets tout à fait nets des oestrogènes, et les mécanismes seront abordés ensuite. Il y a plus de 25 ans, nous avons, avec Francis Bayard et Pierre Chambon, réussi, donc grâce au modèle développé à Strasbourg, à démontrer que l'essentiel de ces effets était dû au récepteur oestrogène alpha et non pas au récepteur des oestrogènes bêta. Et en outre, les bouffées de chaleur sont aussi prévenues par l'activation du récepteur alpha grâce à des agonistes spécifiques qu'avaient produit à l'époque les laboratoires Schering. Et c'est ce qui fait que nous sommes focalisés dans tous nos travaux sur le récepteur alpha qui médie l'essentiel de l'effet des oestrogènes. Ceci est vrai aussi concernant les effets métaboliques. Alors, les effets métaboliques sont dus à la fois à des effets liés à la testostérone, soit directement via l'activation de récepteurs androgènes, soit indirectement via la conversion en oestradiol par aromatisation chez l'homme, mais aussi, et encore plus chez la femme où prédomine l'action des oestrogènes. Mais ces aspects ne seront pas abordés aujourd'hui, mais c'est un aspect qui pourrait être abordé par Pierre Gourdy, qui a beaucoup travaillé sur ces aspects pendant de nombreuses années. Et enfin, dernier exemple d'impact vasculaire, c'est la problématique ici des lambeaux cutanés réalisés sur le dos de la souris. Ce sont des travaux conduits par Françoise L'Enfant au laboratoire. Et vous le voyez, une souris aussi bien mâle que femelle, son lambeau cutané, lorsque celle-ci est intacte, ne se nécrose quasiment pas. Vous avez ici le très faible niveau de nécrose en présence des oestrogènes ou de la testostérone chez le mâle et chez la femelle, alors que les animaux castrés vont développer une importante nécrose de leur lambeau cutané. Et les mécanismes, en fait, de cette protection sont mixtes, sont médiés en grande partie chez la femelle par un effet des oestrogènes sur la survie cutanée, tandis que chez le mâle, ceci est dû à une favorisation de la revascularisation, une accélération de la revascularisation par la testostérone et la dihydrotestostérone. Donc, une convergence d'effets de ces deux hormones, mais par des mécanismes profondément différents. Donc, au total, les sexes différences ou les biais liés au sexe, aussi bien en physiologie qu'en pathologie humaine, sont la règle. Nous en aurons encore des confirmations avec les deux interventions suivantes. Dans tous, sinon presque tous les cas, et concernent toutes les fonctions et tous les organes, puisqu'on peut dire qu'aucune fonction, aucun organe n'échappe à l'influence des hormones sexuelles. Et ceci devrait bien sûr constituer la première étape de la médecine personnalisée. Cependant, d'un point de vue mécanistique, les souris, en particulier les souris jeunes C57, nous ont déjà révélé un grand nombre de mécanismes, mais il faudra probablement poursuivre cela, et c'est ce qui devrait être conduit à travers d'autres backgrounds génétiques, parce que le fond génétique C57 est quand même extrêmement restrictif, et c'est une attention qui devrait être portée à ça. Et nous étudions actuellement bien l'impact de l'âge sur ces effets, et nous verrons pourquoi l'âge est aussi important dans l'effet des hormones sexuelles. Et comme le fait actuellement Marie Nadler-Mérini au laboratoire, l'interaction avec les horloges biologiques devrait maintenant être étudiée. Et avant de terminer, je voudrais insister sur des différences entre l'humain et la souris qui sont majeures en termes de métabolisme basal, en termes de food intake d'un ordre du logarithme. Hein. C'est-à-dire le métabolisme basal d'une souris est 10 fois par gramme de tissu d'animal celui de l'humain. Sa fréquence cardiaque est 10 fois plus élevée, son espérance de vie est 10 fois plus courte, sa fécondité est 100 fois plus grande, et même son affinité pour l'hémoglobine est différente.
puisque la courbe d'affinité de l'hémoglobine de la souris se trouve donc ici et est décalée vers la droite par rapport à celle des gros mammifères, comme fait partie l'humain. Et donc, tout ça pour dire qu'il ne faut pas oublier, donc, quand on extrapole nos données de l'humain à la souris, qu'il y a des différences d'ordre logarithmique dans le domaine métabolique en particulier, mais pas seulement. Voilà, pour terminer, je voudrais remercier toutes les personnes donc, qui ont participé à ce travaux. Elles sont trop nombreuses pour que je les cite. Et puis, il y a de nombreux absents qui sont tous les étudiants qui sont passés dans le laboratoire depuis toutes ces années. Et je voudrais maintenant donc passer la parole à Michael Schumacher pour la suite. Et je pense qu'on pourra plutôt prendre les questions à la fin donc des 3 exposés. Donc, bonjour tout le monde et merci à Jean-François Arnal de me permettre de faire cette présentation dans le cadre de ce webinaire NSA. Et alors, je dirige une unité de recherche au sein du Kremlin, de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre qui s'appelle Maladies et hormones du système nerveux, où nous étudions bien sûr surtout le système nerveux, comme l'intitulé l'indique. Mais nous avons récemment mis en évidence une importance insoupçonnée de la testostérone et de son récepteur sur le processus de myélisation qui devrait vous intéresser, peut-être inspirer de nouvelles recherches dans le système vasculaire. Alors, je partagerai à la fin quelques réflexions avec vous sur le rôle de la testostérone et de son récepteur dans le système vasculaire. Alors, ça marche. Alors, au niveau du système nerveux, il faut savoir que le récepteur des androgènes est très largement distribué. Comme vous pouvez le voir, il est très abondant dans les régions frontales et corticales du cerveau et beaucoup plus abondant que dans l'hypothalamus, qui est la cible classique neuroendocrine de la testostérone. Par ailleurs, il est présent dans pratiquement tous les types cellulaires du système nerveux central, bien sûr les neurones, mais également les oligodendrocytes, qui sont les cellules minisantes du système nerveux central, dans les astrocytes et dans la microglie. Il est également important de savoir que l'AR est ce qu'on appelle un récepteur autorégulé, c'est-à-dire le ligand stabilise la protéine récepteur et en plus, il y a des éléments de réponse à la testostérone, des AER, dans la région promotrice du gène qui, comme vous le savez, trouve sur le chromosome X et qui augmente l'expression du récepteur. Donc, par conséquent, quand les taux de testostérone diminuent avec l'âge, en réponse à une castration, mais augmentent en réponse à un traitement à la testostérone exogène, l'expression du récepteur varie. Et par conséquent, il est également plus important chez les mâles que chez les femelles, même si les femelles ont quand même des taux appréciables de récepteurs des androgènes dans le cerveau. Il faut aussi savoir, comme pour le récepteur E-alpha et les travaux de l'équipe de Jean-François, euh, il y a une voie de signalisation canonique du récepteur des androgènes qui active la transcription de gènes androgènes sensibles au niveau des noyaux, mais il y a également une voie non canonique par des effets des récepteurs des androgènes, une action au niveau des kinases membranaires et même au niveau des récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés aux protéines G. Et tous ces effets multiples, la large distribution explique les effets multiples de la testostérone signalant vers le récepteur des androgènes dans la neuroprotection, la plasticité synaptique
les fonctions exécutives et surtout ce que nous venons de montrer dans notre laboratoire, un rôle clé dans la formation de nouvelles gaines de myéline chez l'adulte, ce que vous allez voir. Juste en ce qui concerne le récepteur des androgènes dans le système cardiovasculaire, il est également exprimé dans tous les types cellulaires, les cellules endothéliales, les cellules musculaires lisses et aussi dans les cellules progénitrices des cellules endothéliales, suggérant des actions directes. Il y a des expériences qui suggèrent des travaux que le récepteur des androgènes est également augmenté par son ligand dans le système vasculaire, même si ça a été un peu moins étudié que dans d'autres tissus cibles. Et de façon importante, dans le système vasculaire, au niveau des cellules endothéliales, comme le ER-alpha, le récepteur des androgènes agit par une voie non canonique, surtout au niveau des kinases membranaires comme la SAC kinase, la PI3 kinase. En activant ces cascades, elle les androgènes, la testostérone en particulier, active euh, la noce endothéliale et la production de NO, résultant dans une vasodilatation et probablement joue un rôle dans la réparation du système vasculaire. Alors, comme vous le savez, dans le système nerveux central, cerveau et moelle épinière, ce sont les oligodendrocytes qui forment les gaines de myéline en entourant les axones de leur membrane suite à une compaction. Et ce que vous voyez ici, c'est une coupe transversale au microscope électronique montrant les axones. Et cet anneau noir, ces anneaux noirs, c'est les gaines de myéline. Alors, il y a une très grande capacité de régénération de la myéline qui est maintenue dans le système nerveux central adulte grâce à la persistance de cellules progénitrices des oligodendrocytes qui, en réponse à une lésion de la myéline, prolifèrent, vont migrer vers l'axone dénudé et former des oligodendrocytes myélisants qui peuvent éventuellement réparer la lésion de la myéline. Et ça, c'est un résultat qui est tout à fait spectaculaire et qui montre un rôle finalement insoupçonné de la testostérone et de son récepteur dans la réparation spontanée de la myéline. Ce que nous avons fait, le modèle expérimental, on déminise les axones dans la substance blanche de la moelle épinière de la souris par une injection ciblée à une dose bien précise de l'isophosphatidylcholine, la LPC. Et voilà, vous regardez en bas, vous voyez que toute coloration verte qui est un marqueur de la myéline et rouge qui indique les oligodendrocytes a disparu au sein de cette lésion à la LPC. 4 semaines après, la myéline a complètement régénéré. Les gaines de myéline ainsi que les oligodendrocytes sont à nouveau présents, mais à une condition, que la souris mâle ait ses testicules ou si elle est castrée, qu'elle soit traitée avec des doses physiologiques produisant à peu près 20 nanomolaires de testostérone pendant cette période. Si vous ne donnez pas de testostérone à la souris ou si vous inactivez sélectivement le récepteur des androgènes dans le système nerveux central, il n'y a aucune, mais aucune remyélisation par les oligodendrocytes des axones démyélisés. Donc, ce effet particulier nous a poussé, motivé à investiguer, à chercher les mécanismes sous-jacents. Et Abdel Goumari vient de montrer, c'est publié cette année, une interaction, une coopération entre la signalisation du récepteur de chymiokine CXR4 et du récepteur des androgènes. Donc, nous avons vu que la signalisation des androgènes, la voie canonique, est tout à fait nécessaire pour la réparation de la myéline. CXCL2 est le ligand, unique ligand de CXCR4. C'est un système de chymiokine
ancestrale qui est même apparue avant la diversification du système immunitaire et de la famille des chymioquines. Et ce que les travaux d'Abdel ont montré, que au niveau des astrocytes, la coopération entre la testostérone agissant via son récepteur et CXCL12 agissant via le récepteur CXR4 est indispensable pour la maturation des cellules progénitrices des oligodendrocytes en oligodendrocytes myelisants et à la restauration des gaines de myéline lésés. Alors, le système expérimental est simple. Des mâles sont castrés, déimmunisés et reçoivent soit un implant vide, soit un implant rempli de testostérone en dessous de la peau du dos. Et ce que vous voyez ici, c'est que chez les souris castrées, il n'y a aucune migration des astrocytes et de CXR4 à l'intérieur de la lésion de la myéline, même 4 semaines après lésion. Si vous traitez maintenant ces souris castrées avec la testostérone, vous voyez qu'il y a une migration des astrocytes exprimant CXR4 à l'intérieur de la lésion. Donc, par contre, si vous inhibez CXR4 avec son inhibiteur sélectif, l'AMD 3110, à ce moment-là, il y a à nouveau aucune migration des astrocytes exprimant CXR4 dans la lésion, ce que vous voyez ici. Donc, aussi bien la testostérone que la signalisation de CXR4 sont indispensables à la migration des astrocytes et par conséquent à la régénération de la myéline. Et en effet, comme vous allez le voir, ces astrocytes qui migrent à l'intérieur de la lésion n'expriment pas seulement CXR4 et son ligand CXL12, donc c'est une boucle de signalisation autocrine au sein des astrocytes, mais également le récepteur des androgènes en quantité importante. Et par conséquent, la migration des astrocytes exprimant le récepteur des androgènes et CXR4 dans les astrocytes est accompagnée d'une remyelisation complète. Ici, en couleur rouge, on colore les gaines de myéline en utilisant un anticorps dirigé contre la protéine basique de la myéline du système nerveux central. Et comme vous allez le voir, comme vous le voyez, en absence de testostérone, donc chez les mâles castrés, et lorsque les mâles castrés reçoivent de la testostérone, mais CXR4 est bloqué, il n'y a aucune remyelisation. Donc ces travaux montrent clairement qu'il y a une synergie, une coopération entre les deux voies de signalisation indispensables à la myélisation. Et c'est montré ici lorsque nous inactivons sélectivement CXR4 dans les astrocytes par transgénèse ciblée conditionnelle ou du récepteur des androgènes dans les astrocytes, nous empêchons complètement la formation de nouvelles gaines de myéline, ce qui est résumé ici. Donc, il faut vraiment une synergie entre une coopération entre CXR4 et le récepteur des androgènes pour permettre une remyelisation des axones par les oligodendrocytes après une lésion. Ce n'est pas tout. Il y a une autre voie de signalisation qui est étudiée par Elisabeth Trefort au sein de notre laboratoire, et c'est celle du morphogène que vous connaissez bien, Sonic Hedgehog. Ce n'est pas une blague parce que celui qui a découvert ce morphogène chez la drosophile était un fanat des jeux vidéo. Et Sonic Hedgehog, donc en se liant au récepteur transmembranaire patch, inhibe une répression de ce récepteur sur le récepteur smooth, qui est un autre récepteur membranaire, est ciblé par des agents pharmacologiques. Et puis, il y a la voie canonique qui est alors activée avec le facteur de transcription nucléaire GLI1 qui active l'expression des gènes de la myéline. Donc, nous avons déjà vu au niveau des astrocytes, il y a cette coopération entre
la signalisation de la testostérone vers son récepteur et de CXL2 via CXR4. Et ce qu'Elisabeth a montré, c'est qu'au niveau de la microglie, signalisation du récepteur des androgènes et la signalisation de SMO, activée ici par son agoniste SAC, SMO agoniste, c'est très simple, qui change finalement la microglie qu'on appelle au repos, mais qui est en fait très active, vers un phénotype anti-inflammatoire régénérateur, et des sécrétions de cette microglie sont, comme les actions des astrocytes, indispensables à la différenciation des cellules progénitrices en oligodendrocytes myelisants. Donc, son système, c'est finalement la démyélisation du corps calleux qui relie donc les deux hémisphères par la lysolécithine. Et ce que vous voyez ici, c'est chez des souris mâles castrées, donc également dans le corps calleux, 7 jours après une lésion par la lysolécithine, vous n'avez pas de protéines de la myéline ni d'oligodendrocytes matures dans la lésion. Si vous traitez les animaux avec la testostérone ou l'agoniste du récepteur SMO, SAC, vous avez une remyelisation partielle, donc c'est moins dépendant dans le corps calleux de la testostérone que dans la moelle épinière, mais il y a une coopération forte entre testostérone et SAC, donc entre signalisation du récepteur des androgènes et euh, de la voie de Sonic Hedgehog au niveau de la réimmunisation. Alors, tout ça a été montré par une inactivation conditionnelle. Et ici, c'est de SMO dans la microglie qui empêche complètement sa transformation vers un phénotype progénérateur. Et le même, on peut observer si on inactive sélectivement le récepteur des androgènes, spécifiquement dans la microglie. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est ce dimorphisme sexuel que nous venons de publier dans Nature Communication. Quand vous regardez 7 jours après la lésion LPC au niveau du corps calleux, donc de la myéline, vous voyez une grande apparition du récepteur des androgènes, mais spécifiquement chez les souris femelles. Pratiquement pas de récepteur d'androgène chez les mâles, ce que vous voyez ici. Et lorsque vous regardez sur des couples de femmes et d'hommes décédés d'une sclérose en plaques, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de récepteurs des androgènes au sein de la microglie dans les lésions des femmes que dans les lésions de sclérose en plaques des hommes. Et ça, c'est donc le modèle que vous connaissez bien, l'induction d'une, d'un modèle de sclérose en plaques chez la souris par l'injection d'un peptide de la myéline, la MOC. Et ce qui est intéressant, la testostérone, le traitement avec la testostérone diminue les scores des maladies ainsi que la dihydrotestostérone, ce métabolite qui est beaucoup plus actif au niveau du récepteur des androgènes. Et sur les 94 gènes augmentés chez la femelle et impliqués directement dans la formation d'un myéline, ça c'est du RNA sequencing, 50 augmentés chez le mâle et seulement 25 sont partagés entre les deux sexes. Ce qui montre, et nous sommes en train d'étudier ces gènes en détail, que finalement les androgènes favorisent la remyelisation chez les mâles et chez les femelles, mais en adoptant des mécanismes de signalisation et en activant l'expression de gènes différents chez les deux sexes. 18 minutes, ça va aller. Donc, qu'est-ce qui se passe finalement au niveau de la des vaisseaux sanguins? C'est perturbant de lire en anglais et de parler en français. Alors, les études expérimentales que j'ai résumées ici, il y a évidemment beaucoup de discussions, mais les modèles murins montrent clairement que l'inactivation du récepteur des androgènes
par des méthodes génétiques conditionnelles ou par des outils pharmacologiques, des inhibiteurs d'enzymes ou de récepteurs, suggère que finalement des l'action de taux physiologique de testostérone est nécessaire pour protéger, augmenter la résistance des vaisseaux aux lésions ischémiques, pour promouvoir la revascularisation et pour réduire des lésions d'athérosclérose. Et ces mécanismes impliquent, même s'ils sont relayés via le récepteur des androgènes, une stimulation de la noce endothéliale. Alors, au niveau de l'homme, là je m'aventure parce que je suis PhD et je travaille sur le système nerveux, mais j'ai quand même lu une série d'articles qui montrent effectivement que le sujet est très controversé parce que des effets bénéfiques et non bénéfiques ont été publiés. Ce qui semble sortir de toutes ces études, c'est que finalement des taux physiologiques de testostérone chez les deux sexes devraient avoir des effets bénéfiques sur le système cardiovasculaire, tandis que des taux élevés de testostérone auraient des effets néfastes. Ce qui paraît important, c'est qu'il faut tenir compte de la dose des traitements, de leur durée, du mode d'administration et bien sûr du type d'androgène. Tous les androgènes ne sont pas équivalents à la testostérone naturelle bioidentique. Alors, chez les femmes, ça a été encore beaucoup moins étudié parce qu'on a toujours pensé que surtout les œstrogènes agissant via ER-alpha étaient la signalisation principale, ce qui est certainement le cas. Mais néanmoins, il y a maintenant de plus en plus de données qui montrent que, aussi bien expérimentales qu'observationnelles, que la testostérone signalant via son récepteur joue également un rôle important dans le système cardiovasculaire de la femme. Alors, si on parle généralement d'effets non favorables des androgènes ou de la testostérone chez la femme, c'est surtout basé sur l'étude de, des ovaires polykystiques, et surtout l'administration à long terme de doses importantes d'androgènes chez des transsexuels femmes qui souhaitent adopter un phénotype d'homme. Il faut aussi savoir que pas mal de différences sexuelles auxquelles Jean-François a fait allusion ont été souvent ignorées dans toutes ces études. Et ça, c'est la dernière diapositive où je me pose effectivement une question importante. Qu'est-ce qu'on appelle finalement taux physiologique de la testostérone? Et maintenant, on a à notre disposition des méthodes de référence pour une analyse très précise de doses faibles de testostérone, d'œstradiol, surtout chez les femmes et après la ménopause. Et ces dosages de référence ont permis de donner des valeurs de référence pour ce qu'on appelle chez l'homme des taux de testostérone normaux aux alentours de 20 nanomolaires ou hypogonadiques aux alentours de 10 nanomolaires. Et comme vous voyez, Jean-François l'a déjà montré, euh, les taux circulants de testostérone, cependant importants pour la santé des femmes, sont un ordre de grandeur inférieur, se situent un peu en dessous du nanomolaire. Alors juste pour les femmes avec un ovaire polykystique, qu'on réfère souvent pour un effet défavorable des androgènes sur la santé, sur le système vasculaire, l'augmentation n'est finalement pas aussi spectaculaire que ça. On passe de 1 nanomolaire à 2-3 nanomolaires. Il y a beaucoup d'études qui sont tout à fait cohérentes. Donc, ça n'a rien à voir avec les taux observés chez l'homme, même hypogonadiques. Il faut savoir aussi que ces femmes ont souvent que ce syndrome
est autant une maladie endocrine qu'une maladie métabolique. Donc, il faut être extrêmement prudent en interprétant les résultats. Donc, beaucoup reste à faire, à comprendre les différences entre sexes. Et j'avais oublié, je voudrais juste rebondir sur une diapositive de Jean-François qui a montré que finalement les récepteurs intracellulaires des hormones stéroïdes se diversifient à peu près entre 400 et 450 millions d'années. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il se passe quelque chose de phénoménal au niveau du système nerveux qui peut peut-être expliquer pourquoi le récepteur des androgènes a une telle importance dans dans des phénomènes comme la myélisation. En effet, à ce moment-là apparaît au cours de l'évolution la myéline. Il n'y a pas de myéline chez les poissons sans mâchoire, chez les acnates, dépourvus donc de myéline, mais elle commence à apparaître chez les gnatostomes, c'est-à-dire chez les animaux aquatiques, avec une mâchoire articulée accompagnée de besoin d'avoir une transmission rapide de l'influx nerveux lié à la prédation et à la fuite. Donc, il y a au cours de l'évolution une diversification parallèle des récepteurs des hormones stéroïdes intracellulaires et apparition de la myélisation des axones, indispensable pour une conduction nerveuse rapide sans augmenter le diamètre de l'axone. Je vous remercie pour votre attention. 25 minutes 43 secondes. Merci, Michael. Hein. Le temps d'installer la... Donc, tu peux te déconnecter? Voilà. Eh bien, Donc, merci, Michael. Et puis, donc, au je tour de vais- Coralie. alors, je cherche juste le pointeur et après, c'est bon. Donc, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Moi, je suis ravie d'être là ce soir pour vous parler de la santé cardiovasculaire chez la femme à travers l'étude des oestrogènes et l'impact de l'âge. Et en effet, je voudrais commencer par cette présentation en rappelant que malgré les efforts récents, les maladies cardiovasculaires restent toujours sous-diagnostiquées et sous-étudiées chez la femme, et pourtant, ces pathologies représentent une importante cause de mortalité chez les femmes, avec 35% de mortalité liée à ces maladies cardiovasculaires. Et on peut voir ici que la mortalité par maladie cardiovasculaire est aussi importante chez les hommes que chez les femmes. Pourtant, ces maladies féminines sont assez mal comprises et elles présentent des spécificités. Et on peut voir dans cette étude récente que, contrairement aux hommes, les femmes jeunes ont plutôt tendance à faire des ruptures de plaques, alors que, non, à faire de l'érosion de plaques, pardon, alors que les hommes, eux, vont faire plutôt des ruptures de plaques. Et cette tendance et cette différence entre hommes et femmes a tendance à diminuer avec l'âge dans les années qui suivent la ménopause. Il y a de plus en plus d'évidence aussi qui montrent que chez les femmes, il y a une fragilité vasculaire face à différents facteurs de risque comme l'âge, comme le tabac et face à une augmentation de la pression artérielle. Et on peut voir dans cette étude qui a été publiée récemment dans CIRCRISE que pour une pression systolique donnée, le risque d'infarctus du myocarde est beaucoup plus important chez la femme que chez l'homme. Et en plus des facteurs de risque classiques, chez les femmes, on va retrouver des facteurs de risque plus spécifiques, des facteurs liés au genre et donc à des aspects sociétaux, puisque les femmes sont globalement plus pauvres et plus exposées à des risques psychosociologiques, et aussi des facteurs de risque biologiques spécifiques des femmes. Et on voit aussi ici que ces facteurs de risque spécifiques chez la femme ont trait à des problématiques hormonales, puisqu'on retrouve tous les désordres liés à la grossesse. En effet, le diabète et l'hypertension liés à la grossesse vont conduire à un surrisque de maladie cardiovasculaire plus tard chez la femme. Les femmes qui souffrent des ovaires polykystiques, comme on l'a vu avec la présentation de
de Michael sont aussi plus soumises à un risque cardiovasculaire. Et aussi, on sait maintenant que les femmes qui présentent une ménopause précoce vont avoir un risque cardiovasculaire accru. Donc, pour illustrer ça, je vous ai mis cette étude qui montre très bien que plus la survenue de la ménopause est précoce, plus le risque cardiovasculaire, et en particulier le risque de maladie coronarienne, est élevé chez la femme. De manière plus globale, on sait que la période post-ménopausique est associée à un surrisque de maladie coronarienne chez la femme. En effet, après la ménopause qui se traduit par un effondrement de l'oestradiolémie, on voit que le surrisque de maladie coronarienne chez les femmes explose et va venir rejoindre le risque chez les hommes. Donc, comment on explique ce surrisque cardiovasculaire lié à cette déplétion en œstrogènes? Il y a plusieurs types d'explications. On sait que la diminution des œstrogènes va avoir des effets centraux, et notamment une dérégulation du centre de la satiété et aussi une désynchronisation des horloges périphériques. Cette diminution du taux d'œstrogène à la ménopause va aussi conduire à des modifications métaboliques majeures, avec notamment une nouvelle répartition des graisses et une accumulation de graisse viscérale qui va se faire et qui est délétère sur le plan cardiovasculaire, ainsi qu'un profil cholestérolémique qui devient plus délétère et une inflammation globale qui va s'installer. Donc, tout ça va conduire évidemment à ce risque de maladie cardiovasculaire, mais ce qui est important aussi de noter, c'est que cette déficience œstrogénique va avoir un impact directement sur les vaisseaux et en particulier sur la fonction endothéliale. Donc, à la ménopause, en plus de ce surrisque de maladie cardiovasculaire, de ces désordres métaboliques, les femmes vont souvent subir, 75% des femmes vont avoir des effets vasomoteurs avec l'apparition des fameuses bouffées de chaleur. Les femmes ont aussi bien souvent des désordres urogénitaux et un risque d'ostéoporose accru. Donc, il faut savoir que maintenant, les femmes passent plus d'un tiers de leur vie en ménopause. Et du coup, il est important de tenter de limiter, notamment, en particulier les désordres de la ménopause, mais aussi de limiter le risque de maladie qui est associé à cette période de la vie de la femme. Donc, pour contrecarrer ces effets délétères, les femmes peuvent avoir recours au traitement hormonal de la ménopause qui associe des œstrogènes à des progestatifs. Et ce traitement hormonal est très efficace donc, pour limiter les bouffées de chaleur, pour prévenir de l'ostéoporose et pour limiter l'apparition des désordres métaboliques et en particulier pour prévenir l'augmentation du diabète de type 2 qui est aussi associé à la ménopause. Par contre, ces œstrogènes vont avoir des effets néfastes et ils augmentent le risque thromboembolique puisque les œstrogènes vont augmenter les facteurs de la coagulation hépatique et ils vont aussi augmenter le risque de cancer du sein. Et du coup, qu'en est-il de l'impact du traitement hormonal sur le plan cardiovasculaire? Ceci fait toujours débat, notamment depuis… alors, je ne sais pas pourquoi ça ne passe plus. Hop. Non. Les diapos ne placent plus. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est bon. Donc, l'impact du traitement hormonal vis-à-vis des maladies cardiovasculaires. Donc, comme je vous le disais, ce sujet fait débat depuis plusieurs années et notamment depuis la parution de la grande étude de la WHI qui avait enrôlé, donc vous le voyez ici, plusieurs milliers de femmes et qui avait montré un surrisque de maladies cardiovasculaires et qui avait conduit, ce surrisque de maladies cardiovasculaires avait conduit à l'arrêt de ce grand essai clinique. Et donc, en fait, a posteriori, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même de certains biais dans le design de cette étude, puisque l'âge médian des femmes qui avaient été enrôlées dans l'étude était assez élevé, avec un âge médian de 63 ans. Et donc, il a été fait des réanalyses en fonction de l'âge. Et donc, dans le bras de femmes hystérectomisées qui avaient reçu seulement des œstrogènes conjugués équins, on voit que lorsque ces œstrogènes sont administrés
Chez les femmes les plus jeunes, moins de 10 ans après la survenue de la ménopause, on a une protection des oestrogènes vis-à-vis du risque cardiovasculaire et cette protection s'estompe lorsque le traitement est administré à distance de la ménopause. Dans le second bras, qui était le bras majoritaire et qui enrôlait des femmes qui avaient l'association œstroprogestative, avec donc un utérus intact, on voit donc qu'on retrouve cet effet timing, mais on voit aussi que le progestatif a largement contribué à l'impact négatif du traitement hormonal vis-à-vis des maladies cardiovasculaires. Donc, de nombreuses études et analyses et réanalyses ont été faites à partir de cette étude clinique. Et maintenant, les recommandations actuelles sont de donner le traitement hormonal de la ménopause dès la survenue de la ménopause chez des femmes qui ont un risque cardiovasculaire faible. Il est aussi important de savoir que cette grande étude de la WHO était une étude donc américaine et les Américains n'utilisent pas forcément les mêmes hormones qu'en Europe puisqu'ils utilisent plutôt le pré-marin, donc qui sont un mélange d'œstrogènes qui est récupéré à partir d'urine de juments gravides et ils associent des progestatifs de synthèse à ces œstrogènes. Alors qu'en Europe, on a plutôt tendance à utiliser les hormones bioidentiques de l'ostradiol et de la progestérone naturelle. L'autre grande différence entre l'Europe et les États-Unis, c'est la voie d'administration, puisque en Europe, on utilise de façon préférentielle une administration transdermale qui permet d'éviter le premier passage hépatique et donc de limiter l'impact des œstrogènes sur les facteurs de la coagulation et donc de limiter le risque de thrombose. Donc, quoi qu'il en soit, les questions qui restent non élucidées à ce stade sont de savoir pourquoi il y a un effet timing de ces œstrogènes exogènes vis-à-vis du risque coronarien et est-ce qu'il est encore possible d'améliorer la protection coronarienne chez les femmes post-ménopausées et chez les femmes plus âgées. Donc, pour répondre à ces questions, nous allons voir maintenant comment les modèles expérimentaux peuvent nous aider. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut rappeler que la ménopause est en fait un processus naturel qui apparaît chez très peu d'espèces, puisqu'elle concerne uniquement les femmes et certaines espèces de baleines. Donc, chez les femmes et chez certaines espèces de baleines, en milieu de vie, il va y avoir une chute drastique de l'œstradiolémie et une absence totale de fertilité qui s'installe. Par contre, dans les autres espèces animales, il va y avoir bien sûr un déclin de la fertilité et une irrégularité dans les cycles œstraux, mais ce déclin de la fertilité ne s'accompagne pas d'une diminution du taux d'œstrogène. Et donc, pour mimer cette ménopause chez la femme, on doit avoir recours, chez les modèles expérimentaux, à une ovariectomie, c'est-à-dire qu'on enlève les 2 ovaires pour pouvoir mimer la chute d'œstrogène. Et lorsqu'on utilise donc des modèles d'ovariectomie dans des modèles athéromateux, on a pu, dans le laboratoire, mais surtout de nombreux laboratoires, ont pu montrer qu'il y avait une augmentation des plaques d'athérome, comme illustré ici sur ces aortes en face. On voit que chez la souris ovariectomisée, on a beaucoup plus de plaques d'athérome que chez des souris intactes. Et lorsqu'on supplémente ces animaux avec de l'œstradiol, on va prévenir l'apparition de ces plaques d'athérome, comme illustré cette fois-ci ici au sinus aortique. En plus donc de ces effets protecteurs vis-à-vis de l'athérosclérose, notre laboratoire a contribué à mettre en évidence de nombreux effets bénéfiques de l'œstradiol. Et ainsi, on sait que l'œstradiol permet de favoriser la relaxation des vaisseaux via l'augmentation de la production de NO. L'œstradiol est important pour le remodelage vasculaire en réponse au flux. L'œstradiol va aussi améliorer la cicatrisation endothéliale après des agressions artérielles. Et comme l'a montré les travaux de Daniel Henrion, l'œstradiol prévient de l'hypertension en réponse à l'angio-2. Grâce à des modèles de souris invalidés spécifiquement pour le récepteur des œstrogènes ER-alpha dans l'endothélium, on a généré grâce au système Crelox, on a pu montrer que l'ensemble de ces effets bénéfiques de l'œstradiol sur les artères
étaient relayés par le ER-alpha dans l'endothélium. Donc, l'œstradiol va venir agir directement sur le vaisseau pour exercer ses effets bénéfiques. Et en plus de ces effets bénéfiques directement sur la fonction endothéliale, les œstrogènes ont aussi des effets bénéfiques sur la fonction cardiaque, sur la réponse immunitaire, donc comme l'a présenté Jean-François Arnal, et aussi d'un point de vue métabolique, en favorisant une répartition des graisses glutéofémorales, qui sont plutôt des graisses qui vont protéger les femmes vis-à-vis du risque cardiovasculaire, et en améliorant la cholestérolémie. Mais tous ces effets bénéfiques de l'œstradiol dans les modèles expérimentaux ont été réalisés en grande partie dans des sujets jeunes. Et on peut se demander, est-ce que ces œstrogènes vont toujours être bénéfiques chez des sujets plus âgés qui, on le sait maintenant très bien, vont présenter une dysfonction endothéliale, une dysfonction cardiaque, un inflammaging et une altération globale du métabolisme. Donc, c'est à cette question qu'on essaie de répondre. Et pour l'instant, on s'est lancé donc, sur la comparaison des effets des œstrogènes entre sujets jeunes et souris plus âgées directement sur les vaisseaux. Et donc, pour cela, on a comparé l'impact des œstrogènes chez des souris jeunes de 2 mois et chez des souris en milieu de vie âgées de 12 mois. Donc, on a réalisé ces expériences en collaboration avec l'équipe de Daniel Henrion et on a pu montrer que la relaxation des vaisseaux en réponse à l'acétylcholine était complètement identique si on comparait cet effet entre des souris jeunes et des souris en milieu de vie. Et par contre, lorsqu'on regarde l'effet de l'œstradiol sur la relaxation, on trouve bien une amélioration de la relaxation en réponse à l'œstradiol chez la souris jeune, et cet effet est complètement aboli chez la souris en milieu de vie. Donc, on a ensuite cherché à déterminer, donc là, il n'y a que des points d'interrogation, mais en vrai, ça doit être des étoiles. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est des points d'interrogation, ce n'est pas très grave. Donc, on a ensuite cherché à déterminer l'impact de l'œstradiol dans les modèles de cicatrisation endothéliale après des agressions de l'artère carotide, en comparant une nouvelle fois l'impact dans des souris jeunes et des souris plus âgées. Donc, il faut noter que le temps d'ovariectomie et de supplémentation œstrogénique est similaire dans les 2 modèles. Et donc, on a pu montrer que quand on regardait l'imprégnation utérine, on voyait une persistance des effets de l'œstradiol chez la souris en milieu de vie, avec des effets similaires, voire plus importants chez la souris en milieu de vie de l'œstradiol sur le poids de l'utérus. Et par contre, donc, on retrouve bien l'effet bénéfique de l'œstradiol sur la cicatrisation endothéliale chez des souris jeunes. Et par contre, chez la souris en milieu de vie, cet effet bénéfique est une nouvelle fois totalement aboli. Donc, qu'en est-il maintenant chez des souris athéromateuses dans un modèle de souris LDN-LER qu'on a ovariectomisé et supplémenté en œstradiol? Donc, on voit qu'on a toujours l'effet bénéfique de l'œstradiol sur la cholestérolémie et sur les triglycérides. Et par contre, on n'a plus du tout l'effet bénéfique de l'œstradiol sur la prévention des plaques d'athérome. Donc, ce qu'on a pu montrer, c'est ici qu'on perdait l'effet de l'œstradiol chez la souris en milieu de vie dans différents modèles expérimentaux directement sur les artères. Et donc, pour aller un peu plus loin dans la compréhension de cette perte de l'effet de l'œstradiol avec l'âge, on a réalisé des expériences de single-cell RNA-seq sur des aortes de souris en comparant des souris jeunes et des souris plus âgées, ovariectomisées et supplémentées ou pas en œstradiol. Donc, comme attendu et comme déjà publié dans la littérature, on retrouve les différents types cellulaires de l'aorte, à savoir les fibroblastes, les cellules musculaires lisses et 2 types de cellules endothéliales assez distinctes. Et la première chose qu'on a pu mettre en évidence, c'était que ER-alpha, ici, était exprimé uniquement dans la population von Willebrand factor positive, qu'on pense être la population de cellules endothéliales luminales. Et la deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est que l'expression de ER-alpha n'est pas du tout altérée chez la souris en milieu de vie en comparaison à la souris jeune. Chose qu'on a vérifiée par ailleurs par qPCR en isolant des cellules endothéliales
directement dans l'aorte. Donc, on ne voit pas de différence dans l'expression de R-alpha entre une souris jeune et une souris en milieu de vie. Par contre, lorsqu'on regarde la signature transcriptionnelle de l'œstradiol, on voit qu'on perd une grande partie des gènes régulés par l'œstradiol dans la population de cellules endothéliales qui expriment ER-alpha. Et la population et le signaling œstrogénique qui est young spécifique dans les cellules endothéliales fait appel à des pathways de migration cellulaire qui sont mises en œuvre dans le modèle de cicatrisation endothéliale. On voit ici qu'on perd la réponse hormonale et on voit ici qu'on perd des pathways en lien avec la production de NO. Donc, il apparaît clairement, donc on va essayer de creuser maintenant les mécanismes vraiment qui sont engagés en essayant de voir s'il y a certains facteurs de transcription qui sont en lien avec ER-alpha et qui sont reliés à ces différents gènes. Mais clairement, on a montré qu'il n'y avait pas de perte d'expression de ER-alpha, mais une perte de son signaling assez spécifiquement dans les cellules endothéliales. Maintenant, qu'en est-il d'autres types d'œstrogènes? On sait qu'on perd le signaling de l'œstradiol avec l'âge, mais est-ce qu'on perd le signaling œstrogénique de tous les œstrogènes? Et depuis quelques années dans le laboratoire, on s'intéresse plus particulièrement à l'estétrol, qui est développé comme nouveau traitement hormonal. Donc l'estétrol, c'est un œstrogène naturel qui, comme vous le voyez ici, a une structure moléculaire très proche de celle de l'E4, avec seulement 2 groupements hydroxyle qui diffère et pourtant qui a une affinité beaucoup moindre pour ER-alpha. Lorsque cet œstrogène se fixe au récepteur ER-alpha, il va induire un changement conformationnel de ER-alpha assez similaire à celui de l'œstradiol. Cet œstrogène est un œstrogène particulier puisqu'il est produit uniquement par le foie fœtus chez les grands singes et son rôle physiologique est toujours inconnu. Donc, cet estétrol a l'avantage comparé aux autres œstrogènes de ne pas induire les facteurs de la coagulation hépatique et donc par prise orale, il pourrait avoir un risque thromboembolique moindre que l'œstradiol. Et ce qu'on a pu montrer au laboratoire, c'est que tout comme l'œstradiol, l'estétrol était capable d'induire les mêmes effets bénéfiques que l'œstradiol sur le vaisseau. Donc, il va prévenir de l'athérosclérose, de l'hyperplasie néo-intimale et améliorer la cicatrisation endothéliale, tout comme l'œstradiol. Par contre, contre toute attente, on a montré que les processus engagés dans cette cicatrisation endothéliale étaient assez différent, puisque contrairement à l'œstradiol qui va agir directement sur le ER-alpha de la cellule endothéliale, on a montré que l'estétrol, lui, agissait via une action paracrine en ciblant ER-alpha dans la cellule musculaire lisse. Et on peut voir ici que la signature transcriptionnelle de l'œstradiol et de l'E4 est vraiment très différente après une imprégnation chronique par ces deux œstrogènes. Donc, comme l'a présenté Michael Schumacher et comme le récepteur des androgènes, ER-alpha donc, appartient à la famille des récepteurs nucléaires et il va agir donc, classiquement comme un facteur de transcription dans le noyau des cellules. Mais en plus, il peut être localisé à la membrane où il va agir de façon complètement différente en activant différentes voies de signalisation. Et grâce à différents modèles de souris invalidant soit la signalisation nucléaire, soit la signalisation membranaire qu'on a développée avec Pierre Chambon, on a pu montrer une différence majeure dans l'action de l'œstradiol et de l'estétrol, à savoir que contrairement à l'œstradiol, donc qui va activer à la fois le ER-alpha nucléaire et le ER-alpha membranaire, l'estétrol, lui, n'est pas capable d'activer le ER-alpha membranaire et même il est capable d'antagoniser cette voie. Donc, tout cela nous a conduit à démontrer donc, un profil pharmacologique très particulier de l'E4. Et donc, on se demande et on s'est demandé si ce profil pharmacologique très spécifique pouvait avoir un avantage avec l'âge dans la protection artérielle. Et donc, effectivement, ça, c'est des résultats très récents que nous avons obtenus. Nous avons montré que dans le modèle de cicatrisation
endothéliale, contrairement à la perte des effets de l'œstradiol, on avait un maintien des effets de l'E4, ce qui pourrait être très encourageant pour une protection artérielle prolongée. Donc, il va falloir maintenant déterminer si cette protection artérielle prolongée avec l'E4 est aussi effective dans d'autres modèles expérimentaux de protection artérielle, donc dans les modèles que je vous ai présentés juste auparavant. Donc, pour conclure, ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que les femmes, tout comme les hommes, sont soumises donc, aux maladies cardiovasculaires. Et alors que les œstrogènes vont protéger les femmes jusqu'au moment de la ménopause, après la ménopause, il y a un surrisque de maladies cardiovasculaires qui est vraiment important chez la femme pour rejoindre le risque des hommes. Alors, pour contrecarrer ces effets, on peut avoir recours à l'apport d'œstrogène exogène, mais que cet apport d'œstrogène exogène est assez controversé vis-à-vis du risque coronarien, et que globalement, maintenant, il est admis que ces œstrogènes vont être protecteurs lorsqu'ils sont administrés très tôt après la survenue de la ménopause, et plutôt délétères lorsqu'ils sont administrés à distance de la ménopause chez des femmes plus âgées. Et donc, notre hypothèse est maintenant que cet effet timing est probablement dû au moins en partie à une perte du signaling de ER-alpha avec l'âge, et nous avons à creuser les mécanismes moléculaires qui sont engagés dans cette perte de signaling de ER-alpha. Et peut-être on pourrait prolonger cette protection artérielle avec l'estétrol, ce qui pourrait permettre d'offrir l'opportunité aux femmes d'avoir un renouveau du traitement de la ménopause. Et donc, pour finir cette présentation, je tiens bien évidemment à remercier, comme l'a déjà fait Jean-François, tous les membres de l'équipe qui ont participé et qui participent à ce travail, ainsi que tous nos collaborateurs. Et pour terminer cette présentation, je vous laisse sur cette planche de BD, au cas où je n'aurais pas été très claire, qui vous permettra de mieux comprendre nos travaux de recherche. Voilà, on est maintenant prêt pour vos questions qui, on l'espère, seront nombreuses. Et merci Coralie. Donc, je vais arrêter le partage. Voilà. Et on peut revenir en... C'est là. C'est là. Voilà. Donc, nous sommes encore nombreux. Merci. Donc, là, merci donc à vous deux et merci d'être encore parmi nous. C'est ouvert à discussion. Donc, Mathilde, je te laisse la main pour donner la parole à nos participants. Oui, je veux bien. J'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat. Il y a Benoît qui a posé quelques questions. Je propose à Benoît de les poser en direct. J'ai vu que tu étais là, Benoît. Tu peux... Ah, ouf. Oui, je suis resté. J'avais deux autres questions qui étaient plutôt... une première qui était de l'ordre un peu plus général, en fait, qui s'adresse finalement à l'ensemble des speakers, peut-être plus finalement sur ceux qui travaillent sur les oestrogènes. On sait que finalement, il y a des différences de réponse aux médicaments entre les hommes et les femmes. Donc, je voulais savoir quel était le niveau de différence d'efficacité, en fait, s'il y a des choses qui ont été mesurées. Quelle est la proportion de médicaments qui sont finalement moins efficaces? Est-ce que c'est 100% des médicaments qui sont finalement moins efficaces chez les hommes ou chez les femmes? Et puis, comme on nous incite quand même beaucoup, et à juste titre, après votre deux présentations, je pense que c'est vraiment nécessaire de pouvoir étudier les différences de sexe dans nos études. Est-ce qu'on a assez de recul maintenant pour savoir si cette proportion de médicaments moins efficaces entre les deux sexes, est-ce qu'elle tend maintenant à diminuer depuis que finalement tout... Parce que jusqu'à présent, on a toujours identifié les cibles. Finalement, chez les mâles, on a toujours tout fait chez les mâles. Donc, les cibles pharmacologiques jusqu'à présent étaient surtout identifiées dans ce sexe-là. Est-ce que on sait s'il y a des tendances maintenant à une amélioration
euh, de l'identification et de l'efficacité des médicaments, ou est-ce que c'est encore beaucoup trop tôt? J'imagine que c'est trop tôt, mais c'est vraiment une question de curiosité. Puis je poserai ma deuxième question après. Je ne sais pas. Ah. Ben, oui, effectivement, c'est trop tôt. Moi, je n'ai pas vu d'études qui montraient une différence d'efficacité des drogues spécifiquement dans les maladies cardiovasculaires. Après, ben, il y a un autre niveau de complexité, c'est aussi que les enzymes qui vont dégrader ou qui vont cataboliser les drogues, elles vont être différentes chez les hommes et chez les femmes. Et du coup, ben, ça induit encore voilà, un autre niveau de complexité dans l'efficacité des médicaments au-delà des cibles qui vont être identifiées. Ouais. Et, oui. Après, juste quand on voit les effets de l'hypertension, là, cette étude, moi, je trouve qu'elle était assez surprenante et même qui proposait de redéfinir la notion d'hypertension en fonction du sexe, quoi. Et ça pourrait être déjà une première étape. Je crois que ce qui ressort de ces travaux maintenant, puisque ça fait maintenant plus d'une décennie, 2 décennies peut-être presque, que l'on prête attention hein, aux différences liées au sexe, c'est que la physiologie finalement de l'homme et de la femme, ou du mâle et de la femelle chez l'animal, sont très différentes, sont profondément différentes. Et finalement, on utilise des mécanismes. Des fois, il y a une convergence, comme pu le montrer Françoise L'Enfant là, dans le modèle lambo-cutané, mais les mécanismes qui sont utilisés sont souvent très différents. Et je ne sais pas, même si les différences sont telles qu'il est peut-être impossible de les apprendre tous. Quand on voit les effets sur l'immunité, là, ça aurait mérité une présentation de plus par Jean-Charles Guéry sur l'impact sur l'immunité, mais ces impacts sur l'immunité des oestrogènes, beaucoup plus que des androgènes. Hein. Les androgènes ont quelques effets, mais là, c'est vraiment les oestrogènes, sont énormes et pratiquement toutes les populations cellulaires sont impactées et se traduisent donc par des différences notables, comme j'ai pu l'illustrer par quelques exemples. Voilà, donc je crois que c'est effectivement la médecine personnalisée, ça sera d'abord la prise en compte de ça et donc l'utilisation soit de molécules qui sont plus efficaces, qui seraient plus efficaces chez un homme que chez une femme, soit des doses qu'il faut rajuster, soit enfin tout ceci, cette médecine dite de précision est probablement devant nous et Oui, devrait. finalement, ce que vous dites aussi, c'est que c'est en fonction du sexe, mais c'est aussi en fonction de l'âge. C'est-à-dire qu'un Oui, traitement qui exactement. fonctionne chez la jeune femme ne fonctionnera pas forcément chez la femme plus âgée. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, donc clairement, vous avez une différence de réponse à l'oestradiol entre les jeunes et les jeunes souris et les vieilles souris sur la vasodilatation. Euh, donc, bon, ça ressemble un peu à des mécanismes de résistance quelque part à l'oestradiol. Donc, effectivement, je me demandais, mais vous l'avez clairement montré qu'il n'y a pas de différence d'expression. Est-ce que vous savez si les souris répondent aussi différemment, les jeunes et les vieilles souris répondent différemment à l'estétrol? C'est ce que tu suggérais finalement dans ton ouverture, mais est-ce que vous avez déjà une réponse? Déjà sur la vasodilatation, vous avez fait ces manips entre E2 et 4? Parce que du coup, Non, on pourrait penser à des différences de réponse finalement entre le membranaire et le oui. nucléaire finalement. Non, mais complètement. Après, donc dans le modèle de vasodilatation, là, le 4 il ne marche pas, mais même chez la jeune. Donc, du coup, Ah, ok. il y a quand même quelques différences. On est en train de le faire sur l'athérome, de savoir est-ce que le 4 permet ou pas d'avoir une protection vis-à-vis des plaques d'athérosclérose avec l'âge. Mais ça, on n'a pas encore la réponse. Et on est en train d'essayer de creuser effectivement les effets membranaires, les effets nucléaires. Est-ce que la réponse transcriptionnelle à l'E4 est perdue aussi avec l'âge? Tout ça, on est en train Mais effectivement ce qui est de très intéressant et très troublant, c'est d'avoir la protéine, l'ARN messager, la protéine, et pas d'activité ni membranaire ni nucléaire. Ça a été quand même une très grande surprise et ça a l'air d'être quand même très spécifique de l'aspect vasculaire, puisque dans les organes, les cibles Mm. sexuelles, ça marche, dans l'os, ça marche, enfin voilà. Donc là, on s'achemine, j'espère, vers un début de compréhension de ce shift et finalement de ce qui préoccupe, et je vois qu'il y a Florence Trémolière qui préoccupe tous les spécialistes de la ménopause au quotidien, c'est le WHI. Pourquoi WHI nous a autant induit en erreur, sur le plan vasculaire en tout cas.
Merci beaucoup. Merci Benoît. Alors, il y a quelques questions dans le chat, mais il y a justement Florence Trémolière qui levait la main, donc je lui passe la parole tout de suite. Oui, merci. Merci d'abord aux trois orateurs là pour vos superbes exposés. En fait, la problématique de votre modèle, et nous, ce qui nous intéresse finalement en clinique, Geneviève a posé du reste la question, c'est pas de débuter un traitement hormonal chez quelqu'un de 60 ou 65 ans. C'est finalement, est-ce qu'on perd ses effets si le traitement hormonal a été débuté en début de ménopause avec le temps? Et d'autant plus que paradoxalement, on voit très bien sur d'autres cibles thérapeutiques que ce soit sur la tolérance clinique, la tolérance mammaire, même l'os, que globalement, on va avoir les mêmes effets avec le vieillissement pour des doses beaucoup plus faibles que ce qu'on habituellement on va donner en début de ménopause. Donc, comme s'il y avait en quelque sorte une augmentation de la sensibilité tissulaire avec l'âge, puisqu'on est obligé finalement de diminuer les posologies estrogéniques. Et je crois que ce n'est pas du tout la même chose si on met un gap et c'est le problème de la WHI, de la fenêtre d'intervention. Ce que vous nous avez montré quelque part, c'est que le concept de la fenêtre d'intervention, il marche chez la souris également, tout au moins sur le plan, encore une fois, sur le plan artériel. Hein. Oui. Oui, après, on a mentionné aussi une tissu spécificité des fenêtres d'intervention qui vont être assez différentes en fonction des tissus. Finalement, l'utérus continue de très bien répondre, L'os aussi. l'os aussi. L'os aussi, mais le sein, et- il semblerait que ce ne soit pas le cas non plus. oui, Hein, puisque une des hypothèses qui avait été avancée justement d'un moindre impact des oestrogènes sur le cancer du sein, c'est au contraire si on débute le traitement hormonal à distance du début de la ménopause. oui. Même Après, si ça se complique un tout petit peu par le fait qu'il y a quand même une augmentation du risque cancer du sein avec l'âge et que donc c'est difficile de faire la part de ce qui revient réellement à cette augmentation naturelle avec l'âge de l'impact direct du risque attribuable au traitement hormonal. En fait, l'avantage des modèles expérimentaux, en tout cas de la souris, vu qu'elle ne fait pas de ménopause, c'est qu'on peut jouer soit sur le temps de privation oestrogénique, soit sur l'âge. Donc, effectivement, là, dans notre modélisation Oui. actuelle, on joue uniquement sur l'âge. Et après, on pourra faire varier uniquement le temps d'ovariectomie à âge égal. Et comme ça, on pourra faire la part des choses entre ce qui est vraiment lié à l'âge et ce qui est lié au temps de privation oestrogénique. Et je pense que ça pourra être quand même assez intéressant d'avoir les deux approches complémentaires. Oui, sous réserve que vous puissiez extrapoler la physiologie de la souris à la Ça, bien physiologie de sûr, l'homme, oui, hein, oui, non, mais puisque ça, on totalement, sait par exemple évidemment, que bien sur sûr. l'os, ça ne marche pas du tout. Oui, oui, non, mais totalement. En tout cas, franchement, c'est super travaux. Après, juste un petit commentaire, hein, l'augmentation du risque thromboembolique veineux, c'est uniquement la voie orale avec l'estradiol, ce n'est pas la voie cutanée. Hein, ça, je pense Oui. que nos amis de Paris là, doivent sauter sur leur chaise. N'est-ce pas, Je ne l'ai Geneviève? pas dit, ok, je ne savais pas que j'avais. Je pensais Non, l'avoir voilà, bon, c'est un petit précisé. détail, mais c'est un détail quand même qui, pour nous cliniciens, a son Non, mais importance. bien sûr. En tout cas, merci. Merci. Ah oui, merci beaucoup pour ces discussions. Il y a aussi une question de Julie. Est-ce que Julie veut la poser directement ou Julie est-elle encore là? Julie Favre. Sur l'effet bénéfique que pense Coralie de l'effet bénéfique de l'E4 dans l'athérosclérose chez les midlife? Est-ce que ça passerait également par les cellules musculaires lisses? Alors, ça, c'est en cours. On n'a pas encore la réponse. C'est en cours, donc je ne peux pas répondre. Et après, non, ça passe pas par les... Enfin, sur l'âge, c'est en cours, on n'a pas la réponse. Et on a testé si ça passait par les cellules musculaires lisses. Et non, ça passe pas par les cellules musculaires lisses. Donc, on n'a pas réussi à identifier la cible cellulaire de l'E4 pour l'effet athéroprotecteur. Et alors, il y a aussi une question de Keisha. Dans les modèles sur culture cellulaire, devrait-on préciser à l'avenir le sexe du donneur à l'origine des cultures, des cellules? Ah. Ben, ça, maintenant, c'est des informations qu'on a, par exemple, sur les modèles de TéloAF, de culture. Il y a quand même des journaux qui demandent de le préciser maintenant, oui. En tout cas, c'est bien d'avoir l'information, ouais. Parce qu'il y a toute l'imprégnation oestrogénique antérieure qui peut être importante et après, l'aspect des chromosomes qui va jouer, quoi. Et qui peut être aussi déterminante. Donc oui, c'est mieux de le savoir. Ouais. Si je peux me permettre, pour répondre un peu à cette question, on a fait du single cell sur des SMC aortiques
isolé de mâle ou de femelle. Et clairement, là, en tout cas, le transcriptome entre les deux sexes est complètement différent. C'est vraiment ça qui fait la différence comparé à des génotypes ou des traitements quelconques. C'est vraiment ça la différence. Donc, je pense que oui, c'est vraiment une question très importante. Et le fait de connaître le sexe, ça paraît maintenant vraiment primordial. En tout cas, nous, on fait très attention à ça maintenant. Et est-ce qu'on sait si dans les essais cliniques, la plupart du temps, il y a quand même un groupe à peu près autant d'hommes que de femmes, mais est-ce que souvent les résultats sont séparés ou analysés séparément? Est-ce qu'on a un recul sur les derniers essais cliniques, savoir s'il y a eu des résultats séparés ou pas? La plupart du temps, je pense qu'on a des résultats séparés. Après, la difficulté qu'on a chez la femme, c'est qu'on n'a souvent pas quand même le statut ménopausique ou non. Donc ça peut jouer de façon importante. Et si oui ou non, les femmes sont sous contraceptif, par exemple. Et ça, c'est des informations qu'on n'a pas toujours et qui peuvent quand même beaucoup influencer le résultat des traitements, quoi. Oui, ok. Ben, je sais pas pour vous. Merci beaucoup à nos trois orateurs pour ces beaux exposés. Merci à tous ceux qui ont écouté et à la participation pour cette belle discussion. On est pile poil dans les temps, à 5 minutes près, c'est parfait. Je ne sais pas si tu veux clôturer, Jean-François, je te laisse le mot de la fin. Oui, bah, écoute, oui, merci pour une fois de plus pour l'organisation. Et puis, ben, merci à vous tous d'avoir assisté et participé à ce webinaire. Et puis, comme vous l'avez compris, c'est un sujet qui est complexe. Et si vous êtes confronté, et je pense que tout le monde a été et ou sera concerné par les sexes différences, n'hésitez pas à nous contacter, enfin, pour les oestrogènes ou pour la testostérone. Et parce que on peut progresser dans ce domaine. Il y a une certaine démarche qui permet d'avancer. Et je crois que c'est clairement un domaine qui est en pleine expansion. Voilà. Donc, merci à tous. Et puis, rendez-vous à un prochain webinaire de la NSFA. Tu as la date déjà? Non, c'est pas Pas fixé. Je encore. crois que Bon, c'est février, mais je sais, on vous si l'enverra. Soraya est là, elle pourra peut-être préciser, mais Et je puis, n'en sais pas plus. il me reste à vous souhaiter à tous une bonne fin d'année, une bonne soirée, une bonne fin d'année et de bonnes fêtes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Jean-François. Merci à tous. Merci à Merci, tous. Bonne soirée. merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.